honnêtement, j'ai eu de la chance finalement que les choses se soient bien déroulées parce que sinon, je pense que j'aurais été en totale panique de me dire non mais là s'il y a un truc, je peux pas y aller en fait, je suis coincée. Là il y en a un qui est coincé dehors, je dois y aller, enfin il s'en fiche, c'est pas son problème. Par exemple la bonbonne de gaz, il y en a plus, truc bête, mais j'en ai un qui s'est fait voler les tendoirs sur la terrasse. Bienvenue dans la Conciergerie Podcast, le podcast qui t'aide à bâtir une conciergerie rentable et sereine dans la location courte durée. Que tu débutes ou que tu gères déjà plusieurs biens, ici on parle concret, terrain, stratégie et méthode pour faire grandir ton activité de conciergerie. Je suis Vanessa et chaque semaine, je te partage des retours d'expérience, des conseils actionnables ou des interviews d'acteurs inspirants du secteur. Mon objectif, t'aider à passer au niveau supérieur étape par étape. Dans l'épisode du jour, nous sommes à Bordeaux et j'interviewe Sandra, fondatrice de la conciergerie Sous la Lune. Sandra a décidé de quitter sa carrière en comptabilité pour lancer sa conciergerie en mars dernier. Elle gère aujourd'hui 7 logements. Tu vas découvrir ses motivations à se lancer dans l'aventure, ses défis au quotidien en tant que nouvelle conciergerie dans le secteur. Un épisode à ne pas rater si tu veux prochainement te lancer ou si tu débutes comme Sandra. Si ce podcast t'aide, pense à t'abonner, à laisser un avis 5 étoiles et à le partager à quelqu'un qui se lance. Bienvenue Sandra sur le podcast La Conciergerie, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Très bien, je te remercie. Est-ce que tu peux brièvement te présenter, nous dire ce que tu faisais avant et aujourd'hui, depuis quand tu t'es lancée ? Bon, on a vu que c'était en mars, mais est-ce que ça a démarré peut-être le projet avant, si tu y as réfléchi avant ? Bref, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es ? Alors du coup, tu l'as très bien dit, Sandra, fondatrice de la conciergerie Sous la Lune. J'ai commencé à réfléchir au projet fin 2024, en fait, en voyant un peu comment fonctionnaient les conciergeries. C'était pas forcément l'idée que moi je me faisais vraiment de l'accompagnement client. Donc j'ai commencé à creuser sur le sujet en voyant ce qu'on pouvait faire peut-être de plus optimal. Et finalement, le temps des papiers, le temps des formations, etc., c'est un petit peu long, surtout suivant quel comptable on choisit. Donc ça a été un petit peu long. Et de toute manière, moi, j'ai arrêté mon contrat mi-mars. Et donc à partir de là, j'ai pu vraiment me mettre sur le projet. Donc les premiers clients sont arrivés début avril. Ok. Donc tu as arrêté direct ton emploi pour te lancer à 100%? Alors c'était honnêtement pas du tout prévu. J'ai juste eu... c'est la vie qui fait ça, l'opportunité entre guillemets suite à des problèmes médicaux. Et du coup, on a pu négocier une rupture co, donc j'ai arrêté mon contrat, ce qui finalement est beaucoup mieux parce que je ne sais pas comment j'aurais pu faire si ça n'avait pas été le cas. Si on rappelle un peu aux éditeurs, quand on a une rupture conventionnelle, ça permet d'avoir le chômage. Exactement. Et je pense que ça aurait été honnêtement... Je ne vois pas comment ça aurait pu être gérable si finalement j'étais restée en poste, puisque... Moi, dans mon idée, c'était vraiment un side business. Et finalement, faut être dispo tout le temps, quoi, parce que sinon, c'est pas possible. Alors moi, je me suis lancée, j'étais aussi salariée en même temps. Donc, on peut faire les deux, mais effectivement, on va avancer moins vite. Et puis, se dédier à 100%, c'est sûr que du coup, on avance plus vite, on a les bonnes méthodes dès le départ. Ouais. Donc, toi, c'est ce que tu as fait. C'était quoi, avant la conciergerie, ton quotidien ? Alors, du coup... Honnêtement, de base, on ne va pas forcément se plaindre. Quand on est comptable, on a des horaires quand même de bureau. On fait 9h-17h. Par contre, effectivement, il faut rester assis toute la journée. Moi, mon corps n'est pas trop d'accord avec ça. Et il faut être focus surtout. C'est un taf où il faut être hyper, hyper concentré. Et mon cerveau, il était à bout. J'en pouvais plus. Fallait que ça change. J'imagine que ça a beaucoup changé entre comptabilité et conciergerie. Alors, on n'est plus du tout assis toute la journée. Ça n'a plus rien à voir. Et du coup, ça me correspond effectivement, moi, beaucoup mieux parce qu'il faut être super multitâche. On va pas rester concentré de 9h jusqu'à 17h sur un truc. Il n'y a aucune raison. Donc, il faut savoir faire plein de choses. Il faut bouger. Il y a des moments plus calmes, des moments où, par contre, il faut y aller. Donc, c'est vraiment tout un autre monde. Oui, c'est sûr. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée en conciergerie ? Pourquoi la conciergerie ? Alors, pourquoi la conciergerie ? À la base, je cherchais effectivement un side business, parce que je suis maman solo et que quand on a des soucis de santé, les arrêts maladie, etc., on perd toujours, en fait. Donc, je cherchais un autre taf pour compléter. Et du coup, la conciergerie, c'est vraiment le hasard. C'est parce qu'une collègue de travail avait une maison sur Aix-en-Provence qu'elle voulait mettre en location. Moi, j'ai été propriétaire déjà en location longue durée. 3 fois, et 3 fois entre les loyers impayés, les squats, tout défoncé à l'intérieur. Donc, je recommande pas. Et effectivement, quand elle a voulu mettre en location, je lui ai dit, fais pas ça, déjà, tu vas rien gagner, parce que les loyers, ça va juste payer ton crédit et c'est tout. Et à la fin, avec tous les travaux qu'il faudra refaire,
honnêtement, t'embête pas là avec ça. Fais par contre du Airbnb, je connais pas mal de gens qui en font, et en termes de rentabilité, ça n'a rien à voir. Donc, et puis en termes de sécurité du bien, en termes d'assurance, vraiment, il n'y a pas photo. Donc elle s'est renseignée sur une conciergerie, et du coup, moi, c'était pas ma vision des choses. Effectivement, pour moi, c'est pas au client de trouver un jardinier, c'est pas au client de trouver un pisciniste, c'est pas à lui de gérer le planning de tous les prestataires. Et du coup, je me suis dit, oula, il y a un truc à faire, je pense, parce que quand on fait les choses... Est-ce que tu avais cette image-là d'une conciergerie? Bah, du coup, en fait, elle, quand elle s'est renseignée, c'est ce qu'on lui a dit. Il gérait le ménage, il gérait les annonces. Par contre, tout ce qui était extérieur, il fallait se trouver les prestataires, il fallait se les gérer. Ah oui. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible, d'Aix-en-Provence à Bordeaux, il y a un moment dont c'est pas possible. Et en se renseignant, honnêtement, après, c'est ma vision, hein, mais... Souvent, c'est pas... Il y a beaucoup de choses que le propriétaire doit continuer de gérer. Ouais, ça dépend de comment la conciergerie s'organise, effectivement. Ouais. Mais la majorité, on va dire, fonctionne pas de manière optimale. Je pense qu'il y a une partie des conciergeries qui ne sont pas encore professionnalisées. Parce que c'est vrai que c'est assez récent comme métier. Et certaines sont professionnalisées, ont compris qu'il faut un carnet d'adresses, avoir des services à offrir aux propriétaires. Enfin, à proposer, hein, c'est pas gratuit, bien sûr. Si je reviens sur le fait que tu disais, tu as été propriétaire de location, que tu mettais en longue durée, c'est ça? C'est ça. Ok. Et tu as testé la courte durée? Alors non, c'était il y a 10 ans, ce n'est pas sur la même période, mais j'étais propriétaire très tôt. Effectivement, Airbnb, c'était pas trop le truc à l'époque. Et alors les conciergeries, encore moins. Oui. Donc vraiment, c'était à milieu, j'aurais fait les choses différemment si c'était maintenant. Mais Ok. Donc finalement, tu es arrivé à la conciergerie de deux manières. D'une part, tu as compris que la longue durée, tu as eu une mauvaise expérience. Franchement, faut pas faire ça. Et de deux, tu avais envie d'avoir un complément de revenu, hein, comme beaucoup de personnes. Maman solo, c'est pas toujours évident. Avec un enfant? 2 enfants. En plus, 2 enfants. Deux enfants. Donc effectivement, tu avais l'envie de t'en sortir et de trouver quelque chose qui te rémunère un peu plus. Très bien. Qu'est-ce qui a fait, du coup, que d'un coup, tu t'es dit, je me lance dans la conciergerie? Comment tu as découvert ce milieu? C'était par ton amie qui était à Aix-en-Provence? Alors, oui, c'est en discutant avec elle. Après, je suis quelqu'un qui aime bien fouiller, donc je regarde plein de choses. J'avais déjà vu ton podcast aussi, d'ailleurs. Et j'ai des proches qui font pas mal d'Airbnb, donc c'était un secteur que je connaissais, où je voyais un peu les manières de faire, ce qui était important, ce qui l'était moins... etc. Donc j'avais déjà une petite vision quand même de l'univers et je pense heureusement parce que se lancer comme ça, j'ai pris une formation aussi du coup quand vraiment l'idée s'est posée. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose, il faut vraiment se renseigner avant et pas se lancer en se disant « Ouh, il y en a plein qui le font, ça a l'air génial, ils gagnent de l'argent. » Ouais. Faut y aller quoi quand même. Il y a une hype, on va dire, autour de la conciergerie. Complètement, on voit des pubs partout passer. C'est ça. Beaucoup disent c'est un business facile. Passif. Pas tout à fait. Ça, c'est vraiment les mots que j'entends partout qui sont absolument faux. Donc, c'est bien parce que tu as eu la démarche de te dire je ne connais pas, donc je vais me former. Ouais, je pense que c'est important. Donc, ça, c'est déjà une première étape. Et qu'est-ce qui t'a fait peur en te lançant? Alors, en fait, honnêtement, j'ai eu de la chance finalement que les choses se soient bien déroulées et que j'ai pu avoir ma rupture co avant de vraiment commencer à avoir les premiers clients. Parce que sinon, je pense que j'aurais été en totale panique de me dire non, mais là, s'il y a un truc, je peux pas y aller en fait. Je suis coincée. Je peux pas dire à mes patrons bon, là, il y en a un qui est coincé dehors, je dois y aller. Enfin, il s'en fiche, c'est pas son problème quoi. Donc, je pense que j'aurais été en stress de ouf. Vraiment. Après, ça allait parce que tu avais des horaires 9h, 17h, c'est ça? Oui, mais finalement, s'il y a une problématique, déjà, si les prestataires, ils ont un souci, en fait, parce que là, c'est vrai que 9h, 17h, c'est quand même plutôt les phases d'intervention des prestataires. Mais pour les locataires qui sont déjà en place, par exemple, la bonbonne de gaz, il n'y en a plus pour leur dire, allez l'amener ici, ils ont la note, etc. Il y a plein de petits détails ou trucs bêtes, mais j'en ai un qui s'est fait voler l'étendoir sur la terrasse. D'accord. Du coup, plus d'étendoir dans le jardin. Bon, c'est plein de petites bêtises comme ça, hein, mais en fait, ça prend du temps. Je n'aurais pas pu décrocher au travail, en fait. Ouais. Donc, en fait, c'est parti de l'idée d'avoir un complément de revenu, et finalement, ça s'est transformé en c'est mon seul revenu. Oui, c'est ça. Avec le chômage, bien sûr. Pour l'instant, le complément du chômage, oui. Mais donc, du coup, l'idée de complément de revenu, tu as dû switcher en ça va être mon activité principale. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui a été le plus dur, du coup, quand tu as démarré?
C'est fouiller, parce que après c'est peut-être mon côté aussi un peu perfectionniste, mais c'était fouiller, trouver tous les outils qui vont être nickel avant même de commencer, parce que je me suis dit, si je me lance comme ça, effectivement au début on peut le faire à la main, il n'y a pas besoin d'avoir des outils partout, etc. Mais le problème c'est qu'une fois qu'on a déjà les logements et que ça y est, là on va passer un cap, il faut prendre les outils, si on n'a pas cherché avant et qu'on n'a pas trouvé déjà ce qu'il nous faut, le temps de chercher l'outil, le temps de faire les visios pour qu'ils nous expliquent, qu'on voit lequel nous correspond, le temps après de basculer tous les logements dessus parce que les process sont longs à mettre en place, c'est impossible. Enfin, je visualisais déjà que ça allait pas être possible et que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Donc, c'était vraiment fouiller partout et essayer de me dire, OK, il faut que je trouve l'outil qui va le mieux me correspondre parce que j'ai pas envie de tout installer sur un et de galérer après à faire le changement. T'es sur un, là, et t'as pas changé depuis le début? Non. J'avais fouillé avant, vraiment. Mais t'en as utilisé plusieurs? Non, j'ai visionné plusieurs fonctionnements, etc. Après, les choses font qu'il y en a un deuxième que j'utilise un peu, puisque j'en ai un que j'ai pas en gestion complète, et donc du coup, j'utilise l'outil du propriétaire conciergerie, voilà, qui conforte mon choix que c'était pas ce que je voulais, mais... Ok, parce que, spoiler, tu vas changer plusieurs fois d'outil. Bien sûr, mais ça... On est obligé, puisque chacun va avoir des évolutions, et finalement, un qui était un peu à la ramasse va passer devant. Puis aujourd'hui, tu as 7 logements, et quand tu seras à 70, potentiellement, l'outil sera plus adapté. Normalement, si. Mais celui-là, si? Ouais, j'ai prévu exprès. Okay. Mais après, effectivement, je sais, même en compta, en soi, quand il y a un changement de logiciel, des fois, on est obligé, parce que les choses font qu'il y en a un qui est devenu super performant. Mais je sais aussi la galère que c'est de devoir changer tous les dossiers de l'un à l'autre, etc. Donc, je préférais anticiper que vraiment, je pense qu'au début, on en voit un, on se dit « Oh, bah, celui-là, il est bien, allez, on y va ». Et puis, en fait, dès qu'on l'utilise, on se rend compte que pas du tout. Donc, on va changer. Et au bout de 3, en fait, quand il y en a plusieurs, c'est pas gérable. Et on rechange. Je pense qu'il faut vraiment se poser avant, tant pis perdre un peu de temps. Mais ça sera du temps de gagner après. Donc, pour toi, ça t'a pris beaucoup de temps, ces recherches? Beaucoup de temps, tout est relatif, on va dire. Mais oui, j'ai vraiment essayé de fouiller et de regarder vraiment tout ce qui existait pour être sûre d'en choisir un qui me correspond vraiment sur plusieurs points qui pouvaient englober vraiment le process global. Ok. Est-ce qu'il y a eu une autre difficulté quand tu as démarré? On a toujours le stress de « Ok, comment on va trouver les premiers clients ?» Les process aussi, être sûr de se dire « Ok, faut essayer que tout soit carré d'entrée. » Parce que si on se rate le début, les premiers commentaires vont pas être bons. Et après, on est... En galère. Vraiment, voilà, vraiment dans un mauvais truc, quoi. Donc, essayer de penser au maximum de choses, que tout soit bien cadré, etc. Après, c'est chacun son mindset. Mais pour moi, c'était un peu, effectivement, stressant de me dire, OK, il faut que tout soit nickel. En même temps, il faut se lancer, il faut le faire au bout d'un moment, sinon on n'avance jamais. Mais en même temps, il ne faut pas se lancer non plus à l'arrache et trouver le juste milieu entre, OK, là, je suis assez calée pour que ça roule, et en même temps, OK, il faut que ça soit bien fait quand même. Ouais, j'aime bien le dicton vaut mieux fait que parfait. Des fois, je connais beaucoup de personnes qui vont attendre le dernier moment. Encore, il n'y a pas longtemps, dans l'académie que j'ai créée, j'ai une élève qui me dit « Est-ce que le nom, je dois utiliser celui-là ou celui-là? Il y a 2 lettres qui changent. » Je lui dis « C'est pas la priorité. Il faut avancer. Il faut trouver ses clients. C'est la priorité. Le nom, il peut changer par la suite. C'est pas le plus important. » Donc effectivement, il faut trouver le juste équilibre entre... Faire n'importe quoi et, voilà, rien faire. J'ai rien mis en place et j'ai tout de carré et ça y est, je suis prêt. Et en fait, si... il y a aussi une règle en marketing, si on a l'impression que son produit est parfait, c'est qu'on a attendu trop longtemps pour le proposer. Donc il vaut mieux commencer avec quelque chose d'imparfait et mettre à jour au fur et à mesure des retours des clients. Donc, ok. D'ailleurs, parlons de ce premier client. Est-ce que ça a été difficile de le trouver? Comment tu as fait? Alors finalement, non. Ça a été dans l'ensemble. Comment on avait fait? On avait envoyé un flyer digital, dans une entreprise et qu'il avait transféré en fait à ses employés. On a eu un retour comme ça. Ok. Voilà. Tu dis on parce que vous étiez 2? Parce qu'à l'époque, on était 2. Du coup, maintenant, je suis toute seule. Mais on avait commencé à 2. Ok. Et j'ai jamais entendu parler de flyer digital. C'était quoi? Tu peux nous en dire plus? En fait, ça ressemblait assez à ce qu'on aurait déposé potentiellement dans un magasin. On avait fait ça sur Canva.
en fait. Enfin, j'avais fait ça sur Canva. Avec le nom de l'entreprise, un peu quelques prestations, etc. dans les couleurs de l'entreprise. Ça ressemblait vraiment à un petit truc publicitaire qu'on aurait pu déposer n'importe où, mais là, c'était envoyé par mail. Et pourquoi dans cette entreprise-là? Parce qu'on avait un contact où il y avait pas mal d'employés, donc on en a profité. Vous vous êtes dit, il y a peut-être des propriétaires Voilà. De toute façon, techniquement, il peut y avoir des propriétaires un peu partout. Oui, mais, c'est sûr. On s'était dit, pourquoi pas, on va essayer. Et effectivement, ça a pris. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, j'ai bien fait de me lancer, je suis fière de ce que je viens de réaliser? Alors, c'est encore le début, donc honnêtement, assez souvent. Parce que de toute façon, je pouvais plus, au niveau perso et santé, je pouvais vraiment plus continuer ce que je faisais avant. Il fallait vraiment que je change. Là, j'étais arrivée au bout du processus et je pouvais pas faire plus. Et du coup, de voir qu'effectivement, maintenant, je peux avoir quelque chose qui est vraiment plus en accord avec moi, avec mon mode de fonctionnement et avec mon mode familial aussi. Donc... Ok. Je sais pas si tu veux en parler ou pas. Tu me dis si tu veux pas en parler. Mais tes problèmes de santé faisaient que tu étais obligée de bouger, peut-être? Oui, c'est un mélange d'un peu tout. C'est un truc un peu complexe qui n'est pas très connu en plus, d'autant plus sur Bordeaux. Mais du coup, déjà au niveau physique, effectivement, je ne peux pas rester fixe. Et en même temps, je ne peux pas courir toute la journée. Donc, il faut un juste milieu. Okay. Et effectivement, la conciergerie, c'est l'avantage. Des fois, il faut gérer un truc à l'ordi et des fois, il faut aller sur place. Ouais. Donc, ça s'adapte complètement. Et j'ai aussi un problème, je m'en étais jamais rendu compte avant, puisque à part dans la compta, sinon personne ne se concentre H24 comme des malades. Donc, en fait, je ne peux pas me concentrer non plus trop longtemps, sinon mon cerveau bug, en fait. Ouais. Mes bugs, vraiment, j'ai eu, en début d'année, je fais un blackout total, je me suis paralysée. De tout le corps, je ne pouvais plus que cligner des yeux et je ne pouvais plus parler. Ah, quand même. Donc, ça fait un on-off. Voilà. Ok. Donc, effectivement, j'avais accumulé beaucoup trop il fallait finalement concentration. Il fallait que j'arrête. Mon corps, il n'en pouvait plus. Quoi. Il était au bout du rouleau. Donc, il fallait un boulot que tu puisses adapter selon complètement. ton énergie. Parce que, par contre, j'adore travailler. Pour moi, il est hors de question d'arrêter de bosser. Et donc, du coup, il fallait un truc qui puisse s'adapter à mon énergie. Parce qu'en fait, quand on est salarié, faire 9h, 17h, ok, mais en fait, moi, potentiellement, je vais être au top entre 6h et 9h du matin. Et après, dans la journée, je vais pouvoir moduler, etc. Mais il faut que je puisse adapter. Il y a des moments où, quand on est salarié, on va être en arrêt, alors que finalement, sur d'autres projets, je pourrais travailler. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, tu gères 7 logements. C'est ça. Il y a une particularité, ils ne sont pas tous sur Bordeaux? Ils ne sont pas tous sur Bordeaux. J'en ai 2 sur Paris que je vais ouvrir la semaine prochaine, puisqu'il faut que je fasse la mise en place. Mais oui, c'était pas prévu tout de suite. Dans mon objectif, effectivement, moi, j'aimerais bien soit monter des franchises, soit monter des agences un petit peu partout pour dupliquer le process, le mode de fonctionnement. Mais pas tout de suite. Honnêtement, je voulais vraiment faire mes bases et faire mes armes sur la région où j'avais tout à côté, dans mon contrôle total et absolu. C'est plus rassurant. Tout à fait, mon côté un peu psychorigide. Mais finalement, j'ai un propriétaire sur Bordeaux qui est un de mes clients et qui a des logements sur Paris, qui travaille avec des conciergeries sur Paris et qui du coup m'a dit tant pis, même si je suis plus loin, il préfère que j'aille gérer. Et ça va, c'est tenable, tu y arrives? Et je pense que ce sera tenable, honnêtement. Alors là, la mise en place sera la semaine prochaine, donc vraiment je serai dans le cours un peu plus tard. Mais après, quand je réfléchis avec mon mode d'organisation, je vois pas pourquoi ça serait pas gérable, puisqu'en fait, le process de recrutement, etc., que je le fasse sur Bordeaux ou sur Paris, c'est pareil. J'ai déjà trouvé mes prestataires. Je vais les rencontrer la semaine prochaine pour vraiment valider, mais je sais déjà en soi qui c'est que je vais prendre. Donc après, en fait, je pense que tant qu'on est hyper carré sur les process, c'est OK. Et après, pareil, en train, en vrai, en moins de 3 heures, je peux y aller en cas d'extrême urgence. Sinon, le reste peut être géré par les prestataires. Mais si vraiment j'ai besoin, je peux y aller. Du coup, tu vas quand même continuer à développer Bordeaux et pas Paris? C'était exceptionnel ou tu vas peut-être développer Paris? Je pense que du coup, je vais voir quand même comment ça se passe, si effectivement le mode de fonctionnement correspond bien. Mais si tout se passe bien, finalement, pourquoi pas développer Paris, puisque tant qu'à en avoir 2, je peux en avoir 10. Enfin, une fois que j'y suis... Autant donner du travail aux prestataires. Exactement. Ok. Aujourd'hui, comment tu as obtenu ces 7 logements? Quelles ont été les stratégies pour trouver ces logements? Alors, il y a eu plusieurs choses mises en place. Effectivement, j'essaye d'en parler au maximum de personnes.
même si je ne suis pas super sociable, honnêtement, en dehors de mon travail. Déjà, son premier réseau, c'est hyper important. Voilà, effectivement, en parler au premier réseau, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a entendu, et donc du coup, j'ai une personne qui fait ça. Ça, effectivement, les flyers digitaux dans des entreprises. Alors, on a fait les premiers, ça sera réitéré après, puisque pour l'instant, j'ai un rythme d'arrivée de clients qui est assez sympa, donc j'ai pas besoin de pousser non plus au max. Il faut pouvoir le temps de la mise en place et des process. Il faut rester cohérent et pas y aller comme une bourrin. Ça, annonce Le Bon Coin aussi. J'ai eu des retours sur ça. Toi, tu as mis une annonce ou tu prospectais? J'ai mis une annonce sur Le Bon Coin. J'ai eu des appels sur ça. Site internet. J'ai eu des contacts via le site. Bouche à oreille. Et j'ai peut-être eu des contacts, je crois, sur les réseaux aussi, me semble. Ok, réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un peu partout finalement. Les réseaux sociaux? Très succinctement, c'est vraiment juste, je me dis, si quelqu'un tape mon nom, il faut qu'il puisse me trouver. Donc au niveau de l'algorithme, effectivement, plus on a un site internet, un Facebook, un Insta, etc., il y a forcément un truc qui va remonter. Depuis quelques semaines, en plus, Instagram intègre le SEO. Donc ça sera de plus en plus intéressant de bien référencer sa conciergerie sur les réseaux sociaux. Donc, ça sera un job après plus tard vraiment plus pointu. Mais là, je me suis dit, ok, on va au moins les créer, mettre 2-3 petits trucs pour remonter, histoire que ça fait. Mais c'est vrai que j'y suis pas, sur les réseaux, j'y suis pas du tout tous les jours. Qu'est-ce que la conciergerie a changé dans ta vie? Beaucoup de choses. Déjà au niveau santé, je sens que je retrouve quand même de l'énergie, touchons du bois, mais ça a l'air de beaucoup mieux me correspondre. Au niveau familial aussi, mes enfants sont trop contents de plus aller au centre aéré, plus les récupérer, le mercredi. Voilà, il n'y a plus de garderie le soir, ils peuvent venir avec moi le mercredi. C'est vrai que, après ils sont un peu plus grands, les miens ne sont pas bébés, mais c'est vrai que du coup, je peux télétravailler. Si on a besoin d'aller à un bien, suivant ce qu'il y a à faire, ils peuvent venir avec moi, c'est pas très gênant. Donc du coup, ils sont super contents d'avoir maman à la maison. Petite histoire personnelle, je me rappelle... Ma maman faisait des ménages dans des villas en location, courte durée. Et je me rappelle, je devais avoir 4-5 ans, j'ai encore ce souvenir, où moi, je jouais dans le salon pendant qu'elle effectuait le ménage. Et en fait, c'était des souvenirs où j'étais dans des belles villas, alors que j'avais 4-5 ans, je me rappelle. Et des fois, il y avait des enfants, des propriétaires, donc c'était assez drôle à mon âge de jouer. Donc pour les enfants, c'est vrai que si on devait bosser le week-end, pour les mamans qui ont des enfants, même les papas qui ont des enfants, pourquoi pas emmener les enfants, ça pose pas de problème dans ce métier-là. C'est pas en comptabilité, t'aurais pas pu. Non. Là, on est plus libre, effectivement. Même si j'étais quand même dans une super boîte, donc de temps en temps, ils désirent les enfants, mais c'est pas tous les jours. Effectivement, là, c'est chouette, je les amène, ils sont contents, ils trouvent ça trop beau. Donc, On arrive tout doucement sur la fin. C'est quoi le mythe que t'aimerais casser sur la conciergerie? Justement sur le fait que c'est super facile, qu'on peut faire ça n'importe comment, qu'on peut tout automatiser, alors que si les clients sont enfermés dehors, il n'y a pas un petit robot qui va venir leur ouvrir la porte, va falloir y aller soi-même. C'est ça. Le ménage ne se fait pas tout seul non plus encore. Les ménages ne se fait pas tout seul non plus. Après, c'est vrai que j'ai quand même la chance d'avoir des super prestataires, qui est vraiment une très bonne équipe. Mais potentiellement, ça peut arriver que, même si on en a plusieurs, que pour X ou Y raison, ils soient tous en rade pour un jour et que on va y aller, voilà. Et puis même au niveau financier, de temps en temps, les premiers temps, c'est bien d'aller en assurer aussi quelques-uns. Ça permet de réduire un peu la facture. Mais oui, il va y avoir plusieurs moments où il va falloir se déplacer. Hein. C'est clair. C'est le mythe qu'on me dit le plus souvent dans les épisodes. Hein. C'est vraiment une cata. Je vois pas comment ils font pour que ça soit bien fait en tout cas. Parce que quand on récupère des logements de certaines conciergeries qui fonctionnent comme ça, il faut voir à quoi ressemblait le ménage et plein de choses. Parce qu'en fait, rien n'est contrôlé. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'on dise la vérité. Ceux qui cherchent un métier où il n'y a rien à faire, c'est pas la conciergerie. Attention, en compta, je travaille beaucoup plus que ce que je faisais avant. Ça me convient mieux. Mais je travaille beaucoup plus sur plus d'amplitude horaire tous les jours. Après, tu as ton propre patron. Voilà, il y a plus exigeante. Il y a plein d'avantages, etc. Mais effectivement, on va vite se faire rattraper si on pense qu'on va rien faire. Les commentaires seront pas bons, du coup, il n'y aura plus de résa. Les propriétaires vont pas du tout être contents. Les propriétaires vont partir chez quelqu'un d'autre. Une conciergerie qui sera professionnalisée. Oui, il n'y a pas photo, du coup. Je vais finir par 4 questions que je pose à chaque fois. Ouais.
C'est quoi ta plus grosse erreur qui te fait rire aujourd'hui? Ma plus grosse erreur. Alors, c'est vrai que c'est encore récent, donc j'ai pas trop fait de grosses bêtises pour le moment. Si, je pense que ce qui est bien, c'est de mettre une boîte à clés, une deuxième boîte à clés cachée en sécurité. Ok. Parce que j'ai déjà eu des clients qui se sont... la porte est un peu particulière et du coup, ils se sont enfermés avec les clés à l'intérieur. Et du coup, là, il faut y aller quoi, avec les autres clés. Donc maintenant, il y a 2 boîtes à clés ici pour que si jamais ils oublient les clés, il y en ait une autre. Ok. Quel est le truc le plus bizarre que tu as demandé à un client? Le plus bizarre... Alors, il ne l'a pas demandé à proprement parler, mais hier, par exemple, j'ai eu quelqu'un impossible. Il ne trouvait pas la boîte à clés. Il cherchait un ascenseur alors qu'il y a écrit qu'il n'y en a pas. Il cherchait un parking. La clé du parking ne fonctionne pas, mais il n'était pas dans le bon parking. Ou les gens qui essayent d'ouvrir l'appartement avec la clé, avec le pass du parking. D'accord. Il y a des gens, c'est une carte. Enfin, je veux dire, c'est techniquement pas possible. Ah, ils pensaient que c'était un hôtel. Il y a des clés, il y a un pass, mais non, ils essayent avec une espèce de carte bleue d'ouvrir la porte. Bon, il y en a certains, on ne pourra pas... Oui, c'est une énigme, mais c'est vrai qu'on se dit... parce que souvent, quand on reçoit les premiers appels ou les messages, on est en panique, on se dit, mince, il y a un problème avec quelque chose. Et en fait, on demande une photo et non, ils sont avec la carte comme ça, en train de frotter contre la porte. On se dit non. Ça fait rire après coup, oui. parce que sur le moment, on stresse un peu. Oui, parce qu'au début, on se dit, suivant l'heure qu'il est, voilà, il faut rembarquer les enfants dans la voiture et venir et tout le bazar. Et non, il est juste en train de frotter la porte avec une carte et effectivement, ça s'ouvre pas. Il y a des anecdotes, je pense que chaque conciergerie pourrait faire un livre complet des anecdotes. Il y a des trucs et encore vraiment des process avec photos, vidéos, etc. Donc, faut y aller quoi, pour pas y arriver, hein, mais ça arrive. Si tu devais conseiller une personne qui hésite à se lancer, tu lui dirais quoi? Alors, je pense qu'il faut, si ça lui correspond, il faut se lancer, mais il faut se former. Ok. Et tu dirais quoi à toi-même d'il y a 2 ans? De suivre le process. Les choses arrivent quand elles doivent arriver, je pense. Et c'est comme ça. Ok. Super cool cet épisode. Ça m'a fait plaisir en tout cas pour ton retour d'expérience. Merci pour ton accueil. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est chez moi à Bordeaux, donc c'était vraiment plus facile de faire cet épisode ensemble. Ouais. Merci de t'être déplacée. Et puis, je te dis à très vite. Ah oui, avec plaisir. Si tu n'es pas encore dans le club des conciergeries, c'est la communauté gratuite des gestionnaires de conciergerie. Échanges, partages et bons plans, ils sont régulièrement partagés. Pour rejoindre le club, ça se passe en description. À très vite dans un prochain épisode.